Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui premier jour de l'aventure, réveil à Alger, capitale de l'Algérie. 21e jour de l'aventure, réveil dans cette très belle ville de Constantine. C'est les Matpagé les amis, aujourd'hui 27e jour de l'aventure, réveil à Djokja. 31e jour de l'aventure, réveil à Chirébon. Le réveil est un peu difficile. 47e jour, 49e jour, 60e jour de l'aventure. J'ai eu un doute en le disant, mais c'est bien ça. Réveil à Wakayama. Assalamu alaikum les amis. C'est la Matpagé les amis. Konnichiwa les amis. Sawadee-kap les amis. Bonne arrivée les amis aujourd'hui. 74e jour, 103e jour, 113e jour de l'aventure. réveil à At Yaï. Alors Bobby? Madeleine? Fraise, Sauce tomate. pistache. C'est la première fois, je vous dis n'importe quoi. C'est tranquille, cet endroit me fait vraiment quelque chose. Alors, rien d'anormal. Je me sens comme chez moi ici. Absolument. Samir, c'est spécialement pour toi. Je réalise pas du tout, hein. Ah, mais c'est facile de boire, hein. Ça, c'est mon petit péché mignon. 40 carouanaise, c'est validé. Première tourte algérienne. Tu peux manger beaucoup. Je me suis régalé. Oui, et la deuxième bouche, c'est pour moi, non? C'était hyper savoureux. C'est toi la queen, c'est toi la reine. Pas de problème. Je suis ravi. J'aime bien découvrir ces petits endroits. Ah oui, c'est chaud. Je mets ça au milieu de la tête comme ça là. Je suis toujours comme un gamin. Oui, c'est un truc de ouf. Pour un vrai moment de détente. Thé glacé thaïlandais. Très très bon. Waouh. C'est la première fois. Ne cherchez pas à comprendre. Restez pas, voilà, restez pas ici, hein. Ça peut être dangereux, attention. Ils sont morts de rire les gosses à côté. C'est très très bon. C'est beau en plus la couleur. Tu vois? Regarde cette crème. Madeleine, Madeleine, Madeleine. Oui. Je tenais simplement à vous partager mon excitation. Ah, ça fait du bien. C'est tout mou. Waouh. Il y a un choix de ouf. C'est le meilleur moment de la journée. Je pense que ça se voit. Alors ça y est, je suis installé les amis. Je reste confiant. J'adore. Sec comme ça. Ouais, à la vôtre. Alors, Encore une surprise. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une bonne surprise. Faut pas avoir peur, hein, vous pouvez vous coller contre moi. Je suis sûr que je vais aimer ça. Elle est encore bien fraîche. bye bye Madeleine. Merhaba les
les amis, ça y est, on se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo bilan FAQ budget du dernier voyage de la saison 2023-2024. D'abord, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je me repose tranquillement depuis mon retour du Togo. Ça me fait plaisir de vous retrouver et enfin de vous parler. J'ai pris mon temps pour faire cette vidéo. J'ai commencé à noter les questions il y a déjà quelques temps, mais je suis allé faire une escapade dans le sud de la Turquie. Oui, je suis toujours en Turquie, je suis à Istanbul. En ce moment même, je suis allé faire un petit tour du côté d'Antalya. Bref, petite parenthèse refermée. Alors, vidéo en plusieurs parties. D'abord, la partie bilan. J'ai jamais beaucoup de choses à vous dire. Vous regardez les vidéos, vous savez que ça se passe toujours très bien, mais on va retracer rapidement l'itinéraire de ce dernier voyage. La partie budget, et ça, je sais que ça vous intéresse. Les sous, oui, les sous. Et la dernière partie, la partie FAQ. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions. Comme à chaque fois, j'avais précisé des questions qui concernent le dernier voyage. Mais comme à chaque fois, j'ai eu plein de questions sur, on va dire, le voyage de manière générale. J'ai essayé de regrouper un petit peu tout ça. Je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a plein de questions auxquelles j'ai déjà répondu lors des précédentes FAQ. Je vous invite à aller voir toutes ces vidéos qui sont toujours sur la chaîne. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la partie, donc, bilan. Mais avant, une petite minute. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui à Istanbul, c'est un petit peu couvert, enfin le temps est tout à fait correct, mais il y a des nuages et c'est vrai que cette pièce est très lumineuse, mais à chaque fois ça m'éclate la tête, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Je voulais faire la vidéo sans les lunettes, mais je mets quand même les lunettes. Le bilan de ce voyage, je vous l'ai dit, comme à chaque fois, c'est toujours très positif. Je suis parti cette année 221 jours, ça fait un peu plus de 7 mois de voyage, quasiment 7 mois et demi de voyage, avec donc 6 pays traversés. D'abord l'Algérie, on a commencé, mais très fort avec l'Algérie. Ça fait longtemps, très longtemps que je voulais aller dans ce pays. J'ai eu la chance de découvrir déjà la Tunisie il y a quelques années. J'ai ensuite découvert le Maroc et cette année, enfin, j'ai pu aller en Algérie et quel voyage. J'ai passé un mois de folie et ça a été un vrai coup de cœur. Vous le savez, il y a très peu de touristes en Algérie. J'ai été accueilli, mais d'une manière royale. Voilà, partout où j'ai été accueilli comme un roi, comme un prince. Je vous l'ai dit, je pense que si vous avez regardé les vidéos, si vous ne les avez pas regardées, je vous invite à les regarder. Ce voyage en Algérie, ça a été vraiment de la folie au niveau des rencontres avec les Algériens. Franchement, les Algériens, encore une fois, un grand merci vraiment. Bien sûr, on a commencé donc par quelques jours à Alger, on a découvert ensuite Oran, on s'est rapproché du désert, il y a eu bien sûr Tlemcen avant. Alors je vais pas refaire tout l'itinéraire, mais j'ai eu un bon premier aperçu, même si l'Algérie c'est un grand pays. Et bon, ça fait partie d'ailleurs des questions qui suivront. Jules, est-ce que tu veux retourner en Algérie? Oui, j'ai très envie de retourner en Algérie parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore découvert. Mais c'est vrai que pour un premier voyage, ça a été un très bel aperçu. On a ensuite pris la direction de l'Indonésie. Vous le savez que ce pays compte aussi énormément pour moi. J'ai la chance d'y aller assez souvent. Et cette année, je me suis focalisé sur l'île de Java. Et puis, on a fait beaucoup de trains. C'est vrai que sur l'île de Java, c'est quand même très intéressant. Il y a moyen de se déplacer, de visiter pas mal de choses grâce au train. Ça a été encore une fois un voyage fantastique. J'ai bien sûr commencé avec une petite escale au lac Maninjao sur l'île de Sumatra. Vous le savez, ça c'est mon petit paradis. J'aime toujours autant échanger avec les Indonésiens. Je ne parle pas indonésien, mais je connais quelques mots, je connais quelques phrases et c'est un vrai plaisir de pratiquer cette langue. Et on a découvert encore une fois des paysages fantastiques avec des rizières en terrasse à couper le souffle. Vraiment, c'était un truc de dingue. Ensuite, direction le Japon. Et là, au Japon, encore une fois, c'est pareil. J'ai la chance d'avoir été dans ce pays pas mal de fois maintenant et je pense que je peux le dire sans trop me tromper, et je l'avais dit pendant le voyage au Japon. Je crois que ce voyage au Japon cette année, c'était en novembre-décembre, c'est probablement l'un des plus beaux voyages au Japon que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans mes favoris, que j'avais noté, que je voulais voir depuis très longtemps et je les ai fait cette année. On a redécouvert aussi, redécouvert de très beaux momiji, les feuillages d'automne. J'étais accompagné de Madeleine quand nous étions à Kyoto avec des temples toujours aussi magnifiques, même si vous le savez, Kyoto c'est aussi très fréquenté, c'est même de plus en plus fréquenté. Et ensuite, je suis allé me perdre un petit peu tout seul dans différentes préfectures. Je pense à la ville de Matsue, je pense à des petites étapes le long de la côte ouest du Japon. Je pense aussi au Kumano-Kodo, les sentiers du Kumano-Kodo où j'ai fait cette randonnée pendant 4 jours. C'était vraiment génial. J'étais pas coupé du monde, mais enfin si, pendant la journée, quand je marchais, j'étais seul. C'était vraiment génial. Voilà, c'était un voyage au Japon qui était, juste d'en parler là, je sens que j'ai moitié des frissons qui sont en train de revenir. C'était un voyage fantastique aussi au Japon. Après le Japon, direction la Thaïlande, la douceur de la Thaïlande. Et vous le savez que la Thaïlande, c'est un pays, enfin vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, la Thaïlande, c'est vrai que c'est un pays, je dois le reconnaître, c'est un pays que j'ai boudé pendant de longues années. Je m'étais toujours dit, voilà, la Thaïlande, c'est déjà trop touristique, il y a une forme de tourisme là-bas qui me plaît pas trop, les Phuket, les Pattaya, tout ça, c'est pas trop
mon délire. Bangkok, vous savez que j'y passe souvent, mais l'intérieur du pays, je ne l'avais jamais vraiment visité avant 2019. J'avais fait un premier voyage comme ça qui m'avait finalement beaucoup plu, et cette année, ce deuxième voyage aussi m'a énormément plu. Je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'ai fait pas mal de transport pendant ce mois en Thaïlande, mais j'ai découvert encore une fois de très beaux endroits. Et si ce pays il est aussi touristique, c'est qu'il y a une raison. Ce pays est très beau, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un pays qui a énormément de choses à offrir. Je peux le dire, j'ai pris mon pied cette année en Thaïlande. Ça a été un très beau voyage avec un petit peu de découvertes dans le nord du pays, quelques découvertes dans le sud du pays. Et puis on a terminé sur une île de toute beauté. On a terminé sur l'île de Koh Kood. C'était vraiment un voyage fantastique. Je suis ensuite repassé ici à Istanbul pendant 3 semaines, mais je n'ai pas fait de vidéo. J'avais donc modifié mon itinéraire, je ne suis pas allé en Irak, et puis j'avais surtout des problèmes de PC. On y reviendra, ça fait partie de vos questions. Je me suis posé ici, j'ai fait du montage, j'ai essayé de rattraper le retard, et puis ensuite on a pris la direction de l'Afrique avec la découverte du Bénin. Et quelle surprise! D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai commencé le voyage en Afrique et je l'ai aussi terminé en Afrique. Découverte du Bénin, franchement, ça a été voilà, quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'avais jamais visité cette partie de l'Afrique. D'ailleurs, je ne connais quasiment rien de l'Afrique, hein, à part voilà, les pays du Maghreb et aujourd'hui le Bénin et le Togo. J'ai adoré le contact que j'ai eu avec les Béninois, même si, je vous l'ai expliqué, ça a été compliqué de filmer aussi bien au Bénin qu'au Togo. Mais en dehors de ça, si on enlève la caméra, le contact avec les Béninois, et je peux dire la même chose des Togolais, j'ai eu un très bon contact avec les gens. La cuisine, voilà, tout ce que j'ai mangé, c'était des choses que je ne connaissais pas. Le foufou, c'est un mot que j'avais entendu quelque part, comme ça, au loin. Mais là, j'en ai eu plein de fois dans mon assiette. J'ai eu du foufou, j'ai eu de la pâte, de tout ce que vous voulez, de sorgho, de maïs. Et puis, sans oublier les paysages, très beaux paysages. Donc ouais, le Bénin, très belle découverte. Et puis ensuite, le Togo, juste derrière, pareil. Je peux redire exactement ce que je viens de vous dire en ce qui concerne le Bénin. Tout était nouveau. Alors malheureusement, j'y ai passé un petit peu moins de temps. Je vous l'ai expliqué si vous avez vu les vidéos. Pour le visa, j'ai eu seulement que 2 semaines. J'avais prévu 3 semaines au Bénin, 3 semaines au Togo, mais comme j'ai à la frontière seulement eu que 2 semaines, je me suis contenté de ces 2 semaines. Déjà au Bénin, j'avais un petit peu empiété de quelques jours, donc ensuite les 2 semaines au Togo, ensuite oui, à peine une petite semaine où je suis retourné au bord du lac à Aimé, mais également au Togo de très belles rencontres, de très belles découvertes. Je pense directement, sans aucune hésitation, enfin c'est le souvenir qui me vient en premier à l'esprit, je pense à la danse des échassiers. Je le dis doucement parce que c'est dur à prononcer, la danse des échassiers. J'ai eu la chance de rencontrer Charles qui m'a introduit justement à cette danse, et waouh, quel souvenir, cette fin d'après-midi derrière le village, dans un espèce de champ, et puis ces jeunes là qui se sont mis à danser sur les échasses. Bref, c'était un moment magique, très beau voyage, 221 jours, je vous l'ai dit, de voyage, qui nous ont emmenés dans des pays complètement différents, entre l'Afrique et l'Asie. Alors, en ce qui concerne la partie budget, les amis, ça prend du temps, c'est ce qui prend le plus de temps, parce que moi j'ai pas de carnet où je note tout. Je sais qu'il y a des gens qui voyagent, qui notent toutes leurs dépenses et tout. Donc il a fallu que je reprenne, voilà, tous mes comptes, pour regarder ce que j'ai dépensé, les retraits, sachant qu'il y a des hôtels que je payais en espèces, il y a des hôtels que je payais par carte, donc il a fallu regarder toutes les lignes, une par une. Concrètement, pendant ce voyage, il y a eu 11 vols. Je compte le vol pour partir de France, pour aller en Algérie, revenir. Je suis repassé rapidement par Nantes et Paris, et puis donc le dernier vol pour rentrer vers Paris, puisque je suis rentré donc de Cotonou au Bénin vers Paris. 11 vols au total, et j'ai dépensé pour ces 11 vols 2180 €. Le montant est un petit peu élevé, mais vous le savez, les billets d'avion ont augmenté depuis voilà, la crise en Ukraine, la crise de l'énergie et tout ça. De manière générale, c'est vrai que les billets d'avion ont pas mal augmenté. Ensuite, ce que j'ai dépensé pays par pays, le montant total dépensé dans chaque pays, en précisant le montant dépensé pour l'hébergement. En Algérie, je suis resté 1 mois et j'ai dépensé 910 €, dont 445 pour la partie hébergement. Et dans ces 910 € est inclus le prix du visa. Le visa, c'était 110 €, un visa d'1 mois pour l'Algérie. En Indonésie, je suis resté 1 mois et demi et j'ai dépensé 1880 €, dont 800 € pour la partie hébergement. Et dans ces 1880 est inclus également le prix du visa. J'avais fait une demande de visa, un visa électronique pour 2 mois, et j'ai payé 94 € pour ce visa. Au Japon, je suis resté un petit peu moins de 2 mois, oui c'est ça, 1 mois et 3 quarts on va dire, je sais pas si ça se dit vraiment de dire ça, 1 mois et 3 quarts, un petit peu moins de 2 mois au Japon, et j'ai dépensé 5070 €. Et dans ces 5070 €,
2040 € ont été consacrés à la partie hébergement. Rien pour le visa, vous le savez, le Japon en tant qu'Européen, vous pouvez rester 3 mois, c'est gratuit. En Thaïlande, je suis resté 1 mois, pas besoin de visa si vous restez 1 mois, c'est gratuit. J'ai dépensé 1330 €, dont 580 pour la partie hébergement. Au Bénin, où je suis donc finalement resté 1 mois, j'ai dépensé 1030 €, dont 565 pour la partie hébergement. Et dans ces 1030 €, il faut compter le coût du visa. J'ai fait un visa électronique, je crois que je vous l'avais expliqué justement dans la dernière vidéo. Un visa électronique valable 1 mois, et j'avais pris multiples entrées, et donc ça m'a coûté 104 €. Et pour finir, au Togo, où je suis donc malheureusement resté que 2 semaines, j'ai dépensé 530 €, dont 260 pour la partie hébergement, et le coût du visa que lui j'ai payé en espèces à la frontière pour les 2 semaines, c'était 38 €. Donc au total pour ce voyage, j'ai dépensé 12 920 €. Ce montant inclut les billets d'avion de 2180, et donc sur ces 12 920, il y a 4680 € qui ont été consacrés à la partie hébergement. Voilà pour la partie budget. Alors, la partie FAQ les amis, on va enchaîner les questions. On va commencer par la question qu'on me pose le plus souvent, c'est Jules, que vas-tu faire à ton retour et quand est-ce que tu repars? Alors, ça fait déjà un petit moment que je suis rentré, je suis là ici à Istanbul, je vais rentrer aussi en France dans pas longtemps. Alors qu'est-ce que je fais? Je me pose, je me repose. Vous savez, voyager et surtout faire du montage, faire des vidéos, ça demande beaucoup d'énergie. Donc là maintenant c'est la partie repos pour moi. Et puis quand est-ce que je repars? Vous le savez, j'aime bien vous faire des surprises, j'aime bien vous faire mariner un petit peu, je fais du teasing et tout, mais si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous le savez, je repars toujours à la même période, je repars en général à la fin de l'été, en général au mois de septembre. As-tu déjà des idées pour ton prochain périple? Alors oui, déjà pendant le voyage précédent, j'étais en train de réfléchir au prochain voyage et il y avait quasiment déjà la moitié qui était préparée. Et là, pour tout vous dire, en fait, hier et avant-hier, j'ai même bossé sur la fin du voyage et je pense que je suis décidé. Il me reste encore 2 billets d'avion à acheter. Je pense qu'on peut dire que le prochain voyage est bouclé. Comment envisages-tu l'avenir? Comptes-tu te poser ou te reconvertir? Je vous l'avais dit que les questions n'avaient rien à voir avec le voyage qui vient de s'écouler. J'ai quand même noté ces questions parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. C'est pour ça que j'ai quand même décidé de répondre à quelques questions. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui est arrivé récemment sur cette chaîne qui m'a posé cette question. L'avenir, c'est je continue de faire des vidéos pour l'instant. C'est mon métier de faire des vidéos, donc si je fais pas de vidéos, je gagne pas d'argent. De toute façon, la première passion, c'est les voyages. La deuxième passion, c'est aussi de faire des vidéos. Pour l'instant, j'ai pas l'intention d'arrêter. Voyager, je n'arrêterai jamais. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'un jour, même si ce n'est pas dans le but de faire des vidéos, reviendrais-tu au Bénin, juste pour des vacances? C'est tout à fait possible que je retourne au Bénin ou même au Togo sans faire des vidéos. Je fais des fois des petits séjours comme ça, rapides. C'est vrai que j'ai toujours la caméra avec moi, mais ça peut m'arriver de faire des petites escapades, voilà, sans filmer. Et pourquoi pas retourner un jour au Bénin et au Togo sans caméra? Après avoir goûté pas mal de bières en Afrique, quelle est ta bière préférée? Alors, je vous l'ai dit pas mal de fois, vous le savez que moi, normalement, à la base, c'est pas mon truc la bière. Alors peut-être parce que c'est la première que j'ai bu, peut-être voilà, que c'était le moment était un peu magique. Je venais juste d'arriver, c'était la première bière, mais je pense que vraiment, très honnêtement, la béninoise, c'est celle que j'ai préférée. Bon, toutes les bières en Afrique, je les ai trouvées light et légères, mais il faut, vu qu'il fait 45 degrés, si vous buvez une bière à 11 degrés, vous êtes couché à terre. Mais ouais, toutes ces bières, elles passent bien, elles sont légères. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je les ai bien aimées. Moi, j'aime pas quand les bières, elles sont un peu lourdes, un peu trop chargées en alcool. Et là, c'est vrai que c'était un vrai bonheur. Il faisait 40 degrés, la bière, je la buvais comme si c'était de l'eau. Mais je pense que la béninoise va rester ma préférée. Quel a été ton poisson ou ton plat préféré en Afrique ou ailleurs? Alors, quand on parle du poisson, la première chose qui me vient en tête, c'est le dacoin. Le dacoin, plat béninois, c'est sans conteste mon plat coup de cœur en Afrique, peut-être même du voyage. En fait, c'est toujours difficile de faire des choix, surtout en matière de goût. Le dacoin, vraiment, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, donc c'est un plat de poisson avec du piron. Le piron, c'est une espèce de pâte qui est faite à base de gari. Le gari, c'est la farine de manioc. J'ai mangé tellement de types de pâtes, mais ce plat, j'ai trouvé le poisson avec le gari à côté, pas mal d'oignons, de petits piments verts aussi. Ça a été un coup de cœur et à chaque fois que j'en ai mangé, vraiment, j'ai kiffé, j'ai adoré. J'en ai mangé pas mal au bord du lac AMB, donc c'était des poissons qui venaient justement du lac. J'ai adoré ce plat, vraiment le dacoin. Pourquoi as-tu moins utilisé ton drone pendant ce voyage? Alors, en Algérie, le drone, c'est interdit. En Indonésie, si vous avez regardé, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Au Japon, il y a plusieurs endroits où j'aurais aimé le faire voler. En fait, on le dit pas assez souvent, mais au Japon, il y a beaucoup de vent sur la côte. Chaque fois que j'étais sur la côte, il y avait énormément de vent, c'était pas possible de faire voler le drone. Il y a plusieurs fois où j'ai fait des tentatives, je vous l'ai pas dit, où j'ai pas fait l'image, parce qu'en fait, dès que je décollais, j'avais des alertes en fait sur la télécommande qui m'indiquaient qu'il y avait trop de vent, que c'était pas possible de voler. Je l'ai fait voler une fois seulement, mais pareil, il y avait un vent de malade. Dès que je dépassais les 25 mètres de hauteur, voilà, le drone
drone il commençait à paniquer. Et puis ensuite en Thaïlande il faut une autorisation qui nécessite quasiment 2 semaines. Quand je suis arrivé je me suis dit ah, faut que je m'en occupe maintenant et tout. Et puis le temps est passé, en fait ça valait plus le coup parce que ça prend 2 semaines, je suis resté 1 mois. Il était déjà trop tard. Ensuite Bénin et Togo, je les fais voler un petit peu mais pas toujours. Et puis après il y a le côté aussi logistique. Le drone il est dans une petite sacoche avec les batteries. Ça fait un certain poids, ça prend un certain volume. Je prends pas toujours, je prends même, enfin pas souvent le drone avec moi, je le prends quand je sais que je vais pouvoir voir de beaux paysages. C'est pas systématique, je le mets pas dans mon sac parce que voilà, ça prend de la place. Ça fait aussi un petit peu de poids, donc je le prends pas toujours avec moi. As-tu l'intention de voyager davantage en Afrique? C'est pas impossible, je suis ouvert à pas mal de choses. Après, bien sûr, il y a des pays qui m'attirent un peu plus que d'autres. Vous savez que l'Asie, ça reste voilà, mon cheval de bataille. L'Asie, c'est vraiment la région que je préfère. Jamais il y aura une saison entière en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Europe. Il y aura toujours voilà, une partie quand même importante consacrée à l'Asie. Mais oui, c'est pas impossible que je retourne découvrir d'autres pays d'Afrique. Jules, vas-tu retourner au Népal la saison prochaine? Malheureusement, c'est une réponse négative. J'avais plus ou moins réfléchi au Népal et puis finalement, j'ai dû prendre une décision et ça sera pas pour cette année. Jules, quel a été ton pire souvenir ou ta plus grande mésaventure et comment t'en es-tu sorti? Pendant mes voyages, j'ai jamais de mésaventure. La seule que je pourrais retenir, bon, c'est pas par rapport au pays que j'ai visité, c'est la galère que j'ai eue avec mon PC qui est tombé en panne. Ça m'a bien saoulé. Mais sinon, non, j'ai pas eu de mésaventure, j'ai pas eu de galère. J'ai réfléchi à cette question, il m'a fallu un petit peu de temps. Je me suis dit, bon, bah, retracer, repenser un peu au pays et tout. Tout s'est bien passé, j'ai fait que des bonnes rencontres. À part, voilà, la mésaventure, ça a été donc le PC et je réponds en même temps à l'une des questions suivantes où on m'a demandé si je repartais avec le même PC. Donc oui, je l'ai fait réparer. En fait, très rapidement, le PC, il a commencé à bugger, il se mettait sur la page BIOS. J'ai réussi plusieurs fois à sortir et à rallumer le PC, ça c'était au début. Mais à la fin, en fait, il restait bloqué sur cette page. Je l'éteignais, je le fermais et des fois pendant 2-3 jours, j'y touchais pas, je rouvrais et là, il repartait normalement. Il n'y avait pas de règle en fait, je sais pas ce qui s'est produit exactement, mais il buguait par moment, mais à la fin, il buguait de plus en plus évidemment. Et c'est là que j'ai accumulé beaucoup de retard. Et donc, je l'ai fait réparer en arrivant ici à Istanbul. Je l'ai emmené dans une boutique et le gars l'a pris. Il m'a rappelé 2 heures après en me disant, je pense que c'est la carte mère et tout. Je dis, écoutez, faites le truc, on verra. C'était pas très onéreux et en fait, j'ai fait changer la carte mère et c'était ça. Et vas-tu repartir avec ton PC réparé? Oui, je vais repartir avec puisqu'il fonctionne très bien depuis que je l'ai fait réparer. Malgré ton expérience, t'arrive-t-il de te faire arnaquer? Arnaquer, c'était écrit entre guillemets par les locaux sur les prix des transports ou même sur les marchés pour la bouffe et tout. Alors, oui, ça doit m'arriver, mais je m'en rends pas forcément compte. Si le prix reste raisonnable, sur les marchés, les prix sont rarement écrits, même si ça arrive. Hein. Des fois, il y a des stands où voilà, ils ont un petit menu ou un panneau qui donne le prix d'une soupe ou de quelque chose comme ça. Mais de manière générale, non. Moi, je marche beaucoup au feeling. Je sens un petit peu les gens quand j'arrive, je regarde et tout. Ça dépend de l'endroit. Si je suis dans un endroit touristique ou pas, quand on a un peu d'expérience, on sent un peu les choses, on sent s'il y a moyen de se faire carotter ou pas. Même si, je me souviens cette année, j'arrive plus à savoir où c'était, mais je me suis dit, ah là, ouais, quand même, assez fait plaisir. Je pense que c'était 3 ou 4 fois le prix, parce que je connais quand même un petit peu les prix sur les marchés. Mais de manière générale, je dirais non. Je sais que par exemple, en Algérie, je sais qu'en Algérie, il y a beaucoup de gens qui m'ont pris pour un Algérien. Mais à chaque fois que je prenais les taxis collectifs, je payais toujours le même prix que mon voisin ou ma voisine. En ce qui concerne les transports, les déplacements, bon ça évidemment, je demande toujours le prix à l'avance, hein, si je dois acheter un trajet, un ticket de bus ou un ticket de train, et si le prix me semble trop élevé, que c'est trop cher pour moi, je ne vais pas l'acheter, et voilà, on se fait pas arnaquer, mais de manière générale, je dirais non. Qui sont pour toi les touristes les plus insupportables et pourquoi les Chinois? Alors pourquoi les Chinois? C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est la personne qui a posé la question. Les touristes les plus insupportables, c'est ceux qui ne respectent pas les règles quand on visite un temple. On se doit voilà, de pas franchir les barrières, on se doit de garder une certaine distance. Si c'est écrit de ne pas parler, on essaie de ne pas parler. C'est quand même la base quand on visite un pays, c'est de respecter les règles. Sinon on visite pas le temple, on s'en va et basta, terminé. Alors attention, la question qui tue, quel est le pays que tu as préféré et les cultures que tu as le plus appréciées? Pareil, si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous le savez, je ne réponds en général rarement à cette question, même jamais à cette question. J'ai pas de pays préféré, on peut effectivement avoir des coups de cœur, des choses comme ça, mais je serais incapable de vous dire si je préfère le Japon ou l'Indonésie par exemple. Je prends beaucoup de plaisir dans différents pays. L'expérience qui est vécue sur place, en fait, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. J'ai adoré par exemple la découverte de l'Algérie cette année, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. J'ai adoré le contact avec les Algériens. Je peux dire que l'Algérie par exemple était un coup de cœur. Je vais pas dire que c'est mon pays préféré, mais l'Algérie, oui, ça a été un coup de cœur cette année, ça c'est certain. Envisages-tu de refaire des vidéos de court séjour comme en Italie ou en République tchèque? Bien sûr, quand je reviens, je fais régulièrement des voyages en Italie. Il y a eu
bien sûr la République tchèque, j'étais parti seulement une semaine, mais j'avais fait voilà 3-4 vidéos comme ça. En Italie aussi, je fais toujours quelques vidéos, donc la réponse est un grand oui. Après l'Amérique et l'Afrique, comptes-tu t'essayer à des pays en Europe ou en Océanie en version 1 mois? Alors si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que j'envisage au cours d'une des saisons, des grands voyages, de rester 1 mois dans des pays d'Europe ou d'Océanie? Clairement l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est pas sur ma liste, là en tout cas la liste de mes envies pour le moment. J'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande 2 mois, il y a pas mal d'années de ça, c'est pas au programme, et des pays d'Europe peut-être, pourquoi pas. Après vos voyages, vous ne rentrez plus en France pour faire de l'intérim, vivez-vous de vos vidéos? La réponse est oui, et déjà depuis 2 ans, les vidéos YouTube sont ma seule source de revenus. As-tu prévu de faire des choses quand tu seras en France? Alors en France ou en Turquie, hein, vous savez, quand je suis hors voyage, je suis entre la France et la Turquie. As-tu prévu de faire des choses pour ton contenu vidéo? Alors déjà, cette vidéo là que je vous fais en ce moment, et puis bon, il y aura forcément une vidéo ou deux, un petit peu de teasing pour vous faire patienter sur le prochain voyage, peut-être un top 5 ou 2 sur les pays là que j'ai visités dernièrement, donc oui, même si vous le savez, ce qui m'anime le plus, ce que j'aime le plus, c'est de faire des vidéos quand je suis en voyage. Comment avez-vous géré, ou plutôt comment les moustiques vous ont géré au Bénin et au Togo, et avez-vous pris un traitement contre le paludisme? J'ai la chance, ça c'est pareil, j'ai répondu plein de fois à cette question, j'ai la chance de quasiment ne jamais être piqué par les moustiques. Ça m'arrive, mais très honnêtement, je pense que pendant tout le séjour, je pourrais compter sur les doigts de la main le nombre de fois où j'ai été piqué. Je sais pas, les moustiques aiment pas ma peau, c'est comme ça. Et en fait, les rares fois où je me fais piquer, je m'en rends compte parce que je sens la piqûre, mais après, ça me démange pas. Je suis jamais là à gratter ou quoi que ça soit. Par contre, j'ai quand même pris un traitement contre le palu pour mon voyage au Bénin et au Togo. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est un médicament que je prenais chaque soir au cours du dîner. Jules, étant donné que tu pars seul pendant presque 1 an, arrives-tu à prendre du plaisir ou t'arrive-t-il d'avoir des petits coups de mou? Et j'ai regroupé les questions, j'avais une autre question qui me demandait, comme on me l'a demandé bien souvent, Jules, souffres-tu de la solitude? Alors la réponse est très rapide et très brève et directe, c'est un grand non. Je ne sais pas du tout ce que c'est que la solitude, j'adore être seul et je trouve qu'on fait toujours beaucoup plus de rencontres quand on est tout seul et je ne m'ennuie jamais. Là, maintenant, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel le soir, j'ai du montage à faire, j'ai beaucoup de travail, mais même quand je faisais pas de vidéo, le soir je rentrais, je faisais davantage déjà, je sortais, je traînais, mais même quand j'étais gamin, quand j'étais gosse, j'ai habité dans plein d'endroits différents, je prenais mon vélo, je faisais des arcs, je tirais des flèches, j'avais une fronde, jamais je me suis ennuyé, jamais, pas une seule fois dans ma vie, je me suis ennuyé, ça m'est jamais arrivé, ça ne m'est jamais arrivé. J'aimerais savoir comment arrives-tu à manger autant de fois dans une journée? Alors moi j'ai pas l'impression de manger plus que la normale, après oui je suis un bon mangeur, un gros mangeur, je mange beaucoup en quantité, mais effectivement vous le savez, je suis très gourmand, j'adore goûter à des nouvelles choses, j'adore découvrir de nouvelles saveurs. Dès que je vois un petit truc, je me dis ah c'est quoi ça? Jamais vu ce truc là, c'est quoi? Donc j'ai envie de goûter. Voilà, j'ai une corpulence qui me permet de pouvoir manger. D'ailleurs j'enchaîne sur une autre question qui était un petit peu plus loin, mais finalement je peux regrouper avec celle-ci. Comment fais-tu pour ne pas prendre du poids? Ça c'est la magie de la vidéo, c'est que je le cache bien. Mais du poids j'en prends, et encore plus depuis que j'ai arrêté de fumer. Je suis pas obèse, mais je prends du poids. Oui, je prends du poids. Jules, quel matos utilises-tu pour filmer? Alors pareil, une question qu'on m'a posée de nombreuses fois, mais je vais y répondre et c'est bien d'avoir posé la question puisque ça me permet de vous dire encore une fois à nouveau, regardez dans les descriptions des vidéos. Sous toutes les vidéos, il y a plein d'informations. En général, je fais un petit résumé, mais très rapide, de la journée qui vient de s'écouler. Ensuite, il y a plein de références, de liens sur, par exemple, la banque que j'utilise, Tipeee pour me soutenir, les différents réseaux sociaux, et puis donc le matériel que j'utilise. Donc tout ça, vous le trouvez dans la description. Il y a aussi plein de gens qui me posent cette question, le titre de la musique que j'utilise. Et bien tout ça, toutes ces informations, vous les trouverez sous chaque vidéo. Pour répondre directement à la question, le matos, l'appareil photo que j'utilise, vous le savez, j'en ai acheté un nouveau cette année. Les précédentes années, je filmais avec le Canon G7X Mark II, et là, j'ai changé d'appareil photo. Vous savez, je vous en ai suffisamment parlé, et je suis en train de vous filmer avec le Sony ZV-1 Mark II. Je trouve le Japon un peu pauvre en termes de paysage. Penses-tu que si on n'est pas un adepte de la culture japonaise, j'aurai une petite déception si je suis à la recherche de jolis paysages? Tout est une question de goût, bien sûr. Je ne partage pas l'avis de de cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de très beaux paysages au Japon, notamment le littoral, hein. Il y a beaucoup d'îles, donc il y a énormément de côtes, il y a plein d'endroits où c'est très sauvage. Je vous en ai pas montré hein, cette année, c'était pas dans les vidéos, mais il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de rizières en terrasse au Japon. Hokkaido, je n'y suis jamais allé, mais c'est donc l'île, la grande île qui est tout au nord du Japon, où là on a des paysages de grandes plaines, beaucoup moins urbanisés que le reste du Japon. On a de très beaux paysages sur l'île d'Hokkaido. Je pense qu'une personne qui veut mettre l'accent sur les paysages
au cours de son voyage. Il faut faire des recherches justement pour trouver ces types de paysages, mais croyez-moi, il y a de très très beaux paysages au Japon. Jules, de quelle région es-tu en France? Je viens bien sûr de la plus belle région de France, je viens d'Anjou, oui, la ville d'Angers les amis. Aimerais-tu revenir au Japon et explorer d'autres îles comme Hokkaido? Eh bien justement, j'en parlais juste avant, c'est vrai qu'Hokkaido, ça fait plusieurs voyages au Japon où je me dis, ah Hokkaido, ça serait bien quand même que j'allais faire un petit tour là-bas et tout, même si c'est moins développé. Je pense qu'il y a de très beaux paysages, encore une fois, à découvrir. C'est pas impossible que le prochain voyage au Japon, j'aille découvrir cette île d'Hokkaido. Aimes-tu le froid? Non, je n'aime pas trop le froid. J'irai pas faire de saison pour filmer au Canada en hiver. Après, je pense que j'aimerais bien y aller, mais alors, un mois, je pense que ça sera vraiment grand max déjà pour moi. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je ne suis pas rentré, par exemple, en France en hiver. J'ai la chance de vivre toujours à peu près au soleil, entre guillemets. Même si vous l'avez vu, à la fin du séjour au Japon, j'ai eu de la neige, j'ai eu du froid et de la neige, et c'était fantastique. C'était très beau, j'étais équipé, j'avais acheté une veste, donc j'ai pas vraiment souffert du froid, mais je ne me vois pas, par exemple, voyager 3-4 mois à la suite dans des pays froids, ça c'est clair et net. Si tu devais choisir un repas complet, entrée, plat, alors pas fromage, mais dessert, plus boisson, à travers tous les plats que tu as dégustés, à travers tous les pays que tu as visités, quel serait ce repas? Alors, je pense que je commencerai par une 40 tikka, le 40 tikka qui vient d'Algérie, le sandwich, la farine de pois chiche, là, comme un flan un peu à l'intérieur. Ça, c'était très très bon, que j'ai découvert en compagnie d'Aziz à Oran. Ensuite, je pense que je me prendrai un plat indonésien, le rendeng, vous savez, ce bœuf mijoté avec une sauce, avec du lait de coco, mijoté, tout ça. Ça, c'est vraiment un plat que j'adore, que je mange souvent, qui est donc typique de la cuisine Minangkabau. Je prendrai pour faire couler tout ça un petit jus de bissap, comme j'en ai bu de nombreux au Togo et au Bénin, et puis surtout avec un petit peu de gingembre dedans. Le jus de bissap avec le gingembre, c'était tellement délicieux. Et puis en dessert, je prendrai un kanom mokeng, c'est un genre de petit flan aux œufs. J'ai adoré, j'adore ce type de gâteau, donc ça de Thaïlande. Et puis pour faire couler tout ça, je pense que je me prendrai un petit saké quand même, un petit saké japonais bien entendu. Et ça me ferait un bon repas bien complet. Penses-tu faire des voyages abonnés comme Laurent Cassia? Alors on m'a souvent posé la question et souvent je dis oui, pourquoi pas. Je me suis jamais vraiment posé sur le sujet et c'est pas un projet que je voudrais faire là dans les mois à venir. En tout cas pas pour le moment. As-tu déjà été approché par des chaînes de télévision? Non, jamais. Envisages-tu un jour de faire un voyage dans un pays sur un thème? Par exemple, sur les mariages dans les pays que je visite ou avoir pour objectif de dormir chez les gens? Non, j'ai pas de thématique. Je visite les pays dans leur globalité, dans leur ensemble, même si, par exemple, là, cette année, pour Java, j'avais privilégié, c'était un de mes objectifs, de prendre le train le plus possible, et c'est ce que j'ai réussi à faire sur l'île de Java en Indonésie. C'était un peu la thématique du voyage en Indonésie, c'est surtout, voilà, j'avais vraiment envie de prendre le train au maximum. Pendant ce long voyage, es-tu tombé malade? Non, pas une seule fois. Jules, envisages-tu de t'installer en Turquie? Je suis déjà installé en Turquie, je n'ai plus de domicile fixe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, donc je suis libre de me poser où je veux. Je me pose ici en Turquie depuis quelques années maintenant, mais peut-être que l'année prochaine je me poserai ailleurs, mais pour l'instant oui, je me pose en Turquie. Alors donc, quand je suis pas en voyage, je partage mon temps entre Istanbul et la France, même si j'ai passé l'année dernière plus de temps ici en Turquie qu'en France, mais là je vais aussi rentrer en France dans pas longtemps, profiter un petit peu de ma famille et profiter un petit peu de mes amis. Je prévois de faire un voyage en Thaïlande et en Malaisie avec ma famille. Quel plat me conseillerais-tu de goûter absolument? Pouah, la liste est longue, il y a plein de plats à goûter. La cuisine thaïlandaise est l'une de mes préférées. La cuisine malaisienne également, un plat en Thaïlande à goûter absolument, c'est un plat incontournable, c'est le pad thai, vraiment très bon, qu'on peut trouver partout en Thaïlande. Et puis en Malaisie, waouh, c'est difficile, mais je dirais, allez, le nasi lemak, un plat aussi classique, tellement savoureux. Nasi lemak, c'est avec des cacahuètes, des petits anchois frits, et puis le riz est cuit dans du lait de coco. Nasi lemak, ça c'est une valeur sûre. Quel est le pays que tu referais volontiers avec Madeleine? Il y a un pays dont on parle souvent, je ne sais pas si ça se fera, mais il y a un pays qu'on avait adoré, c'est l'Ouzbékistan. On a fait pas mal de pays avec Madeleine, mais c'est vrai que l'Ouzbékistan, on avait grave kiffé. C'était une super découverte. Combien de temps te prend le montage? C'est minimum 3 heures, mais on est plus souvent sur le 4 heures et ça peut aller jusqu'à 5-6 heures. Ça dépend de la journée. Si la journée est longue, ça fait une vidéo évidemment qui est un petit peu plus longue. Ça dépend aussi si je mets des séquences en musique. Vous savez, de temps en temps, quand j'ai des plans que je trouve assez jolis, je rajoute un petit peu de musique. Là, j'essaie de caler le rythme de la musique avec le rythme des plans, des séquences, donc ça prend du temps. Déjà, juste choisir la musique, des fois je passe une demi-heure, voire 3/4 d'heure, j'essaye avec une musique et puis finalement je me dis non, c'est pas ça. J'enlève la musique, je rechoisis une musique, donc oui, des fois jusqu'à 6 heures. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences au Bénin et au Togo, comme des arnaques ou des gens agressifs? Alors pour être tout à fait honnête, clair, net et précis avec vous,
J'ai eu aucune expérience de gens agressifs. Il y a eu bien sûr le côté caméra, je vous l'ai dit ça plusieurs fois au cours du voyage, aussi bien au Bénin qu'au Togo, les gens sont assez réticents avec les objectifs, ça dépend des situations, ça dépend de pas mal de choses, mais encore une fois, je l'ai dit, je vais le répéter, en dehors de ça, quand je rangeais la caméra, il y a des gens qui m'ont dit « Ah non, non, je veux pas être filmé, range la caméra, tout ça ». Par contre, une fois que je prenais la caméra, je disais « Bon, non, je filme pas ». Je restais un quart d'heure, 20 minutes à parler avec les gens, à boire un bissap ou n'importe quoi. Donc en fait, ça c'est un détail, même si c'était un détail important pour moi, parce que le but c'est quand même que je fasse des vidéos. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu de mauvaises expériences, j'ai pas eu de gens agressifs à une seule fois. La réponse est un grand non. Est-ce qu'il y a des rencontres que tu nous caches? Ah, les petits coquins, vous êtes des curieux. Évidemment, bien sûr, il y a plein de rencontres que je vous cache. Tout n'est pas dans les vidéos, il y a plein de choses que je montre pas dans les vidéos. Ça m'est même arrivé de passer des journées avec des personnes, être accompagné, que personne s'en rende compte parce que je filme pas la personne, parce que la personne n'a pas envie d'être filmée, ou j'ai pas envie de filmer la personne, ou j'ai pas envie tout simplement de partager ça. Évidemment, je montre beaucoup de choses en vidéo, mais il y a des choses que je ne montre pas, et évidemment il y a des choses que je cache. As-tu besoin de te faire vacciner pour aller au Bénin et au Togo, et est-ce obligatoire? Oui, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour aller au Bénin et au Togo. Et la dernière question, avec tes nombreuses années de voyage, en quoi Internet, l'arrivée d'Internet, Internet est arrivé il y a déjà un petit moment, mais en quoi Internet a changé ta façon de voyager? J'ai commencé à voyager avec mon téléphone assez tard, alors ça fait maintenant quelques années, mais j'ai commencé donc à voyager de cette façon-là, voyage de 6, 7, 8 mois, en 2004, donc ça fait 20 ans cette année, et donc j'ai voyagé pendant des années sans téléphone, et pendant ces premières années de voyage, pour consulter ses mails, il fallait aller dans des cybercafés. Oui, le Wi-Fi, ça n'existait pas. J'ai beaucoup voyagé en Inde lors de ces premières années. J'allais dans des cybercafés, ça mettait déjà 10 minutes à peu près pour se connecter. Il y avait en plus les coupures de courant, donc c'était assez galère. J'envoyais genre un mail par mois à mes parents, à ma famille, pour dire ça va, tout va bien. J'ai l'impression que c'était l'âge de pierre, hein, c'était une autre époque. Donc après, ouais, l'arrivée de l'internet sur les téléphones, le wifi, bien sûr ça a changé beaucoup de choses. L'exemple pour moi le plus flagrant, le plus marquant, c'est Google Maps. C'est le fait d'avoir une carte, de pouvoir se repérer sur une carte. J'aimais bien voyager avec des guides papier. Vous savez, je suis un adepte du Lonely Planet. Et bon, il y a toujours des petites cartes à l'intérieur, mais c'est des cartes assez succinctes. Mais c'est vrai que d'avoir accès à une carte et d'avoir ça sur son téléphone et d'avoir ça en permanence dans sa poche, c'est un truc de ouf. Et bien sûr, ça a permis, moi en tout cas, ça m'a permis d'optimiser mes déplacements, d'organiser, je trouve, d'une meilleure façon mes voyages. Aujourd'hui, c'est rentré voilà, dans nos habitudes, on s'en rend plus compte. Pareil pour les langues, pour traduire, pour poser des questions, pour essayer de se faire comprendre, les applications, pour l'apprentissage des langues. Il y a plein de choses qui ont, je trouve, révolutionné la façon de voyager, ne serait-ce que même pour acheter un billet d'avion, ou même réserver un billet de train. On peut tout faire aujourd'hui à partir du téléphone et ça simplifie la vie. Après, il ne faut pas oublier que le téléphone, on peut aussi l'éteindre ou le ranger ou le laisser dans la poche. Et pour demander des informations, ben, on a une bouche, une langue et on peut aussi s'adresser aux gens. Moi-même, hein, ça m'arrive des fois, je me dis, Jules, au lieu de faire la recherche, ton téléphone, laisse-le dans ta poche et va voir le marchand de jus de canne qui est juste à côté. Il connaît, il est là, il a grandi ici, il connaît le quartier. Oui, des fois, j'ai besoin de me dire aussi, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On n'est pas obligé de tout faire sur le téléphone. Ça a beaucoup changé, je trouve, la façon de voyager en général. Et pour ma part, c'est mon avis, je trouve que ça a beaucoup changé ma façon de voyager et de manière positive. Voilà, messieurs, dames, c'était la dernière question de cette vidéo FAQ. J'espère avoir répondu du mieux possible à vos interrogations. Nous, on va se retrouver très bientôt. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer et c'est très bientôt. Ça va bientôt arriver. Bientôt, ça peut être quelques jours, ça peut être un peu plus de jours, ça peut être une semaine. Bref, ça arrive très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Puis je vous l'ai dit, hein, je suis en train voilà, de peaufiner, quasiment terminer l'itinéraire du prochain voyage. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, good night.